Le Burkina Faso, petit pays du Sahel, vient de faire un choix audacieux, refuser une aide de 450 millions de dollars des États-Unis. Ce refus, loin d'être anodin, représente un acte de souveraineté puissant. Ibrahim Traoré, le président burkinabé, sait que derrière ce geste se cache bien plus que la simple question économique. Il s'agit de la dignité d'un peuple. Le choix de dire non à l'aide n'a pas été motivé par un caprice, mais par la volonté de protéger l'autonomie du pays face à des promesses étrangères conditionnées. Ce moment marque un tournant. Pourquoi un pays affamé choisirait-il le risque plutôt que la sécurité apparente de l'aide ? Ibrahim Traoré, avec son audace, redéfinit ce qu'est la souveraineté pour l'Afrique. Ibrahim Traoré, en rejetant l'aide de 4 millions de dollars, a pris un pari risqué, mais significatif. Ce geste n'est pas seulement un refus de financement, mais une déclaration de souveraineté et d'indépendance. Le Burkina Faso, un pays souvent à la merci des aides internationales, choisit ici de ne pas être un simple récepteur, mais de redevenir maître de son destin. Ce choix, loin d'être seulement économique, repose sur une conviction plus profonde. Un pays qui dépend des autres pour sa subsistance ne peut se libérer. En disant non, le pays fait un pas vers une autonomie agricole et une souveraineté retrouvée. L'enjeu est colossal. Non seulement l'avenir économique du Burkina Faso est en jeu, mais aussi un modèle alternatif pour l'Afrique, qui pourrait inspirer d'autres nations à suivre cette voie. Ibrahim Traoré pose la question fondamentale. Un peuple peut-il réellement se libérer en restant dépendant ? Tout a commencé lorsqu'un simple document de 126 pages a été présenté à Ibrahim Traoré, détaillant les conditions d'une aide agricole en échange de la signature d'un accord. À la 3e clause, il s'est arrêté net. Les semences proposées devaient être génétiquement modifiées, importées et contrôlées exclusivement par des entreprises américaines. Le président a alors murmuré « Alors même notre pluie devrait être importée ?» Cette phrase a marqué le début d'une prise de conscience profonde. Derrière cette aide se cachait un projet qui ne modernisait pas, mais qui créait une dépendance totale. La proposition de l'aide étrangère n'était plus une chance, mais un piège qui s'installe peu à peu. Tout, des semences aux engrais, serait contrôlé de l'extérieur. En cette occasion, Ibrahim Traoré a non seulement vu l'opportunité de changer la politique agricole du pays, mais aussi de réaffirmer la souveraineté du Burkina Faso face à un monde où chaque aide internationale dissimule des intentions stratégiques. Ce moment a ouvert un débat profond sur ce que signifie l'indépendance économique. L'aide ne doit pas être synonyme de dépendance, mais d'opportunité. Refuser cette aide, c'était plus qu'un simple choix agricole, c'était un acte de résistance morale et politique. Le pays, sous l'impulsion de son président, a décidé de se nourrir de ses propres semences, de retrouver sa dignité. Mais bien sûr, ce refus avait un prix, l'isolement, des représailles et peut-être même une famine temporaire. Toutefois, c'était un prix que le peuple burkinabé était prêt à payer. Dans les rues de Ouagadougou, la décision d'Ibrahim Traoré fut perçue comme un acte de foi, un acte de défiance face à un passé marqué par la dépendance. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un chef d'État, il est devenu le symbole d'une génération qui refuse de se soumettre à l'emprise des grandes puissances économiques. Lors de son discours historique, il a évoqué la souveraineté alimentaire du Burkina Faso, une notion qui dépasse les simples statistiques économiques. Ce n'était pas un projet de modernisation de l'agriculture, mais un manifeste moral. Traoré savait que l'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, avait longtemps été prisonnière de ses relations avec les pays étrangers, où l'aide venait avec des chaînes invisibles. En choisissant de dire non à l'aide américaine, Ibrahim Traoré a amorcé une révolution silencieuse, mais d'une ampleur considérable. Cette décision a eu un impact immédiat. Une vague de soutien populaire a déferlé sur le pays, notamment dans les communautés rurales. Les agriculteurs, les paysans, ont vu en lui un leader capable de remettre en question l'ordre établi. Pour eux, il ne s'agissait plus simplement de recevoir des semences ou des subventions, mais de récupérer leur dignité perdue.
La terre, selon Traoré, ne devait pas être vendue ou contrôlée par des puissances étrangères, elle devait redevenir un symbole de liberté pour son peuple. Cette initiative a non seulement touché les agriculteurs, mais aussi les étudiants, les commerçants et toute une société qui a compris que leur avenir résidait dans leur indépendance. Traoré a su incarner un rêve, celui d'un Burkina Faso autonome, capable de nourrir ses citoyens avec ses propres ressources sans avoir à dépendre des autres. Ce message a résonné fort, allant bien au-delà des frontières du pays. Les jours qui ont suivi le refus d'Ibrahim Traoré ont été marqués par une série de réactions et de décisions qui ont transformé cette histoire en un événement majeur. D'abord, le refus de l'aide a été suivi par une annonce en grande pompe. Le président a déclaré que le pays allait mettre en place un programme agricole national entièrement autonome. Ce programme n'était pas seulement un projet agricole, il incarnait une vision politique, celle d'une Afrique libre qui ne se soumet pas aux diktats des grandes puissances. Ce moment a déclenché une série de décisions audacieuses. Le gouvernement burkinabé a alloué 200 000 hectares de terre pour des cultures locales et a créé 12 pépinières de semences dans les zones les plus arides du pays. La question centrale était de savoir si ces choix pouvaient réellement transformer la situation économique du Burkina Faso. Ce défi, qui semblait presque insurmontable, est devenu un symbole de la résistance face à la dépendance. Les médias internationaux ont rapidement réagi. À Washington, les diplomates ont qualifié cette décision de malentendu diplomatique. Les critiques ont commencé à fuser, évoquant les dangers d'une politique qui rejetait l'aide étrangère dans un pays déjà fragilisé économiquement. Les experts internationaux ont fait état de l'incertitude qui pesait sur l'avenir de l'économie burkinabé. Mais à l'intérieur du pays, la situation était bien différente. Les paysans, qui étaient les premières victimes de cette aide conditionnée, ont commencé à s'organiser en coopératives locales. Ces structures ont permis de relancer une agriculture de proximité, en utilisant des semences locales adaptées au climat du pays. Le gouvernement a également créé des usines d'aliments pour le bétail et un réseau de marchés régionaux pour soutenir les agriculteurs. Il s'agissait de donner aux paysans les moyens de se prendre en charge sans attendre une aide extérieure. Cette série de décisions a immédiatement eu un impact. La part des importations alimentaires a diminué de 18% dans les premiers mois suivant le lancement du programme. Le pays, loin de sombrer dans la crise, a vu la confiance des citoyens se renforcer. Ibrahim Traoré n'avait pas seulement lancé un programme agricole, il avait semé les graines d'une véritable révolution morale et politique. Et c'est ainsi que, contre toute attente, un petit pays du Sahel a fait basculer le récit de son avenir en choisissant la voie de l'indépendance et de la souveraineté. À présent, examinons les premières données concernant l'impact du programme agricole lancé par Ibrahim Traoré, qui ont commencé à émerger après quelques mois. Ces chiffres ont joué un rôle crucial dans la validation de la vision du président, qui mise sur une agriculture durable et indépendante pour le Burkina Faso. En premier lieu, la superficie de terre réhabilitée pour la production locale a atteint 200 000 hectares, un chiffre impressionnant pour un pays aux ressources limitées. Ce programme ambitieux a permis de planter des semences locales adaptées aux conditions climatiques du Sahel et de réduire la dépendance du pays aux semences génétiquement modifiées importées. Les résultats ont été encourageants. Les nouvelles semences locales, surnommées burkinabé, ont résisté à la chaleur extrême tout en nécessitant 30% moins d'eau que les variétés importées. Ce succès a été particulièrement frappant dans les régions les plus arides du pays, où la sécheresse est une menace constante pour les récoltes. Ce n'était pas seulement une avancée technique, mais une affirmation de la résilience et de la créativité du peuple burkinabé. Le taux de réussite des semis dans ces régions arides a été de 85%, bien au-dessus des attentes initiales. Une autre mesure clé a été l'augmentation de 12% des revenus agricoles dans les zones pilotes, particulièrement dans les régions où les coopératives agricoles se sont formées. Ces revenus ont été réinvestis directement dans les communautés rurales, contribuant ainsi à une amélioration générale de la qualité de vie. En parallèle, la production alimentaire locale a augmenté de manière significative, réduisant la dépendance alimentaire du pays. La part des importations alimentaires a diminué de 18% dans les 6 premiers
mois du programme, une avancée importante pour un pays qui, jusque-là, avait largement dépendu des importations pour nourrir sa population. Ces données quantifiables ont été relayées à la fois dans les médias nationaux et internationaux, changeant progressivement la perception du projet. Alors que certains analystes étrangers doutaient de la viabilité de cette approche, les résultats sur le terrain ont commencé à parler d'eux-mêmes. La stabilité des récoltes et l'autosuffisance alimentaire ont permis au Burkina Faso de créer un modèle agricole innovant et autonome. À l'échelle régionale, des pays comme le Mali et le Niger ont exprimé leur intérêt pour cette approche, voyant en elle une alternative possible à la dépendance continue à l'aide étrangère. Le modèle agricole de Ibrahim Traoré a été critiqué sur plusieurs fronts. Les sceptiques ont soulevé des arguments contre l'autosuffisance alimentaire et la dépendance trop forte à des semences locales. Selon certains experts, ce programme risquait de provoquer une baisse des rendements agricoles à court terme, particulièrement dans un environnement où la concurrence des semences génétiquement modifiées reste forte. Ils ont également mis en avant les risques liés à une politique agricole trop isolée, sans soutien technologique international et sans les infrastructures modernes nécessaires pour soutenir cette transition. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte de l'impact profond que ce programme a eu sur l'autonomie du pays et sa souveraineté. Bien que les rendements initiaux ayant été inférieurs aux attentes, les bénéfices à long terme sont incontestables. Le Burkina Faso a réussi à réduire sa dépendance aux semences étrangères tout en favorisant la résilience de ses sols et de ses agriculteurs face aux conditions climatiques extrêmes. De plus, le programme a créé un véritable écosystème local avec des coopératives agricoles qui ont renforcé l'indépendance des communautés rurales. Les partisans de cette politique, eux, soulignent que la dépendance à l'aide étrangère et aux semences génétiquement modifiées est bien plus risquée à long terme. Le modèle de Traoré mise sur une indépendance durable qui permettra au Burkina Faso de ne pas être soumis aux fluctuations des marchés internationaux et aux intérêts géopolitiques des pays donateurs. En réduisant sa vulnérabilité aux aléas extérieurs, le pays renforce sa souveraineté nationale tout en préparant les bases d'une croissance économique locale plus résiliente et plus inclusive. La situation semblait avoir atteint un tournant majeur. Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, avait choisi d'aller à contre-courant des attentes internationales et d'opposer la souveraineté à l'aide étrangère. Ce choix radical avait mis le pays sur une trajectoire incertaine, mais les premières preuves de son efficacité se sont manifestées plus tôt que prévu. Le slogan « Nous nourrissons ce que nous sommes » est rapidement devenu un cri de ralliement populaire, symbolisant la réappropriation de l'identité et de la terre par le peuple burkinabé. Les premiers résultats des réformes agricoles étaient déjà visibles dans les champs. Les semences locales s'étaient avérées résistantes et bien que modestes, les récoltes locales étaient sur la bonne voie pour couvrir une plus grande partie des besoins alimentaires du pays. En quelques mois, la part des produits agricoles locaux dans le marché national avait fortement augmenté et la dépendance vis-à-vis des importations avait commencé à diminuer. Ce n'était pas un miracle économique, mais un pas concret vers l'autosuffisance. L'ambition du président semblait prendre forme et avec elle un nouveau modèle africain d'indépendance et de dignité. Au fur et à mesure que le programme de souveraineté alimentaire se déployait, ses conséquences réelles devenaient de plus en plus visibles. Le Burkina Faso n'était pas seulement en train de transformer son agriculture, mais aussi de redéfinir son identité nationale. La souveraineté alimentaire n'était plus simplement un concept abstrait, mais une réalité tangible qui changeait le quotidien des Burkinabés. Ce changement de paradigme a eu des répercussions profondes sur plusieurs secteurs de la société. Tout d'abord, le secteur agricole a connu une véritable renaissance. Les coopératives agricoles locales ont rapidement pris de l'ampleur et les paysans, auparavant dépendants des importations de semences et d'engrais, ont pu bénéficier de ressources locales et de formations adaptées à leur environnement. La création de pépinières, de semences et de petites usines d'aliments pour le bétail a permis de stimuler une économie rurale plus autonome et plus durable. Les résultats ont été mesurables. Une baisse de 18% des importations alimentaires dans l'année qui a suivi le lancement du programme. Un chiffre impressionnant pour un pays
dont l'économie était profondément dépendante des importations. Mais l'impact ne s'est pas limité à l'agriculture. Sur le plan social, le programme a provoqué une prise de conscience collective. De nombreux jeunes, qui autrefois rêvaient de quitter le pays pour chercher fortune à l'étranger, ont commencé à se tourner vers les coopératives agricoles locales, voyant en elles une opportunité de participer à un avenir plus stable et autonome. Les coopératives, dirigées en grande partie par des femmes, ont joué un rôle central dans ce changement, donnant à ces dernières une place centrale dans l'économie rurale. Le pays a également commencé à développer un modèle économique plus inclusif, où la production locale alimentait directement les marchés régionaux. Cela a permis de créer une économie circulaire où l'argent restait dans les communautés locales plutôt que de sortir du pays sous forme d'importation. En outre, la création de marchés locaux et régionaux a permis d'améliorer la stabilité économique des campagnes en réduisant les prix des denrées alimentaires et en augmentant la demande pour les produits locaux. Cependant, malgré ces succès, des défis demeuraient. Le climat, déjà difficile dans le Sahel, a continué à représenter un défi majeur pour l'agriculture, avec des périodes de sécheresse qui menaçaient régulièrement les récoltes. Le pays a dû faire face à des critiques internationales concernant la durabilité à long terme du programme, notamment de la part des pays occidentaux, qui voyaient cette indépendance comme une menace pour leurs propres intérêts économiques. Mais pour les Burkinabés, la question était plus profonde. L'avenir du pays ne pouvait être construit sur une base d'humiliation et de dépendance. Alors que le Burkina Faso avançait sur cette nouvelle voie, 3 scénarios possibles se dessinaient à moyen terme, chacun portant en lui des promesses, mais aussi des risques. D'abord, considérons le scénario de la trajectoire de base. Le modèle agricole développé sous la présidence d'Ibrahim Traoré continue sur sa lancée. Les récoltes locales couvrent environ 65% des besoins alimentaires nationaux, et l'autosuffisance alimentaire devient une réalité. Bien que la croissance soit modérée, elle reste stable, soutenue par un modèle économique qui privilégie la production locale. Le Burkina Faso renforce ses partenariats régionaux avec des pays comme le Mali et le Niger, consolidant ainsi une ceinture de souveraineté agricole. Les jeunes restent dans le pays, attirés par la stabilité et les opportunités agricoles. Le pays poursuit ses réformes sociales et économiques avec un secteur agricole qui devient le moteur de l'économie. Ibrahim Traoré, dans ce scénario, continue à prôner la voie de l'indépendance, convaincu que la dignité d'un peuple ne peut être achetée, mais se construit patiemment, sur le long terme. Ensuite, explorons l'horizon optimiste. Le modèle burkinabé inspire d'autres nations du Sahel, comme le Mali, le Niger, et même des pays plus au sud comme le Sénégal. Une coalition agricole afro-centrée émerge, où des chercheurs africains collaborent sur des semences locales adaptées aux conditions du Sahel. Les ONG africaines prennent progressivement le relais des agences occidentales et des programmes de développement africains gérés de manière autonome remplacent les anciens partenariats de dépendance. Les exportations agricoles régionales augmentent et la jeunesse revient dans les campagnes, voyant l'agriculture comme un avenir viable. Ce scénario, bien que fragile, ouvrirait une ère nouvelle de coopération horizontale entre les pays du Sahel et au-delà, rendant le Burkina Faso un modèle de référence sur le continent. Cependant, la route est semée d'embûches. La résilience face au changement climatique reste un défi, et des investissements significatifs dans les infrastructures agricoles sont nécessaires. Enfin, imaginons le pire cas. Les conditions climatiques continuent de se détériorer, avec des sécheresses prolongées qui mettent en péril les récoltes. Les bailleurs de fonds internationaux, mécontents du rejet de l'aide étrangère, se retirent, exacerbant les tensions économiques. L'inflation des prix des produits agricoles fait pression sur les consommateurs et les tensions sociales s'intensifient. Le pays se retrouve dans une situation de vulnérabilité avec des pénuries alimentaires locales et la stabilité politique pourrait être menacée par la frustration grandissante de la population. Cependant, même dans ce scénario sombre, une conviction demeure. Le Burkina Faso a fait le choix de sa liberté, et même si la situation est difficile, elle reste moins risquée que la dépendance aux puissances étrangères. La question qui reste est la suivante. Le pays peut-il maintenir sa trajectoire sans compromettre son autonomie ? Le modèle de souveraineté alimentaire initié par Ibrahim Traoré ne se limite pas seulement aux frontières du Burkina Faso. C'est un appel à toute l'Afrique, un message fort adressé à
tous les pays du continent. La dépendance à l'aide étrangère n'est plus une fatalité. Les Burkinabés ont montré qu'il est possible de créer une économie basée sur les ressources locales en prenant des décisions difficiles mais nécessaires. La question que cela soulève pour les autres nations africaines est, si le Burkina Faso peut le faire, pourquoi pas nous ? Le modèle burkinabé a également des implications sociales profondes. Les jeunes, qui autrefois cherchèrent leur avenir ailleurs, commencent à voir dans l'agriculture une voie d'avenir. Les femmes, historiquement exclues des processus décisionnels agricoles, sont aujourd'hui au cœur de ce changement. La création de coopératives agricoles dirigées par des femmes a non seulement permis de redynamiser le secteur, mais aussi de renforcer le rôle des femmes dans l'économie rurale. Ce changement de mentalité est un signe de transformation profonde, où chaque membre de la société joue un rôle clé dans la construction de l'autosuffisance alimentaire. Les Burkinabés ne sont plus simplement des bénéficiaires d'une aide extérieure, mais des acteurs de leur propre avenir. Ce modèle démontre que la dignité peut être retrouvée dans l'effort collectif, dans le retour aux racines agricoles et dans le rejet des systèmes qui maintiennent les peuples dans la dépendance. C'est un message qui résonne au-delà des frontières du Burkina Faso. L'indépendance n'est pas une utopie, mais une possibilité réelle pour chaque nation qui choisit de s'en donner les moyens. Le succès du modèle de souveraineté alimentaire du Burkina Faso repose sur plusieurs étapes fondamentales, chacune conçue pour assurer la durabilité et la résilience du pays face aux défis internes et externes. D'abord, la première étape de cette transformation consiste à replanter la mémoire. Le gouvernement a lancé une initiative pour identifier et préserver les semences locales capables de résister aux conditions difficiles du Sahel. Ce programme a permis de créer une banque nationale du vivant constituée de semences traditionnelles adaptées au climat local. Ensuite, la deuxième étape essentielle est de former avant de financer. Plutôt que de distribuer des fonds sans accompagnement, le gouvernement a investi dans un réseau d'écoles rurales où chaque saison agricole servait de salle de classe. Les agriculteurs ont été formés aux techniques agricoles durables afin qu'ils puissent non seulement cultiver de manière plus efficace, mais aussi devenir des formateurs pour leur communauté. Cette approche a permis de renforcer les capacités locales et d'assurer que la souveraineté alimentaire ne serait pas qu'un objectif abstrait, mais une compétence partagée à travers le pays. Puis la troisième étape clé est de mutualiser les outils. Plutôt que de se fier à des importations coûteuses, le Burkina Faso a investi dans la création d'ateliers communautaires capables de réparer et d'adapter le matériel agricole aux besoins locaux. En permettant aux agriculteurs de fabriquer leurs propres outils, le pays a réduit sa dépendance à l'égard des équipements étrangers et a créé des emplois locaux. Enfin, la dernière étape repose sur la redistribution de la valeur. Les impôts générés par les coopératives agricoles ont été réinvestis directement dans le secteur agricole, afin de financer l'entretien des sols et la création de nouveaux marchés régionaux. Ce modèle circulaire permet de renforcer la richesse locale tout en réduisant les inégalités économiques entre les différentes régions du pays. Ibrahim Traoré, en refusant l'aide étrangère, n'a pas seulement lancé un programme agricole, il a offert une vision. Une vision d'un pays où la terre est le pilier de l'autonomie, où chaque semence plantée symbolise non seulement une récolte, mais aussi une nouvelle ère pour l'Afrique. Le programme de souveraineté alimentaire n'était pas qu'un choix économique, c'était un acte de foi. C'est cette foi qui a permis aux Burkinabés de rêver à un avenir sans dépendance. Un an après la décision historique de rejeter l'aide, le Burkina Faso vit sous un autre jour. Les coopératives agricoles, dirigées par des hommes et des femmes animées d'une même volonté de changer les choses, sont devenues les véritables moteurs du changement. Ce n'est plus une question de survie, mais de prospérité à travers la solidarité et la dignité retrouvée. La terre, autrefois perçue comme un fardeau, est désormais un symbole de liberté. Ce changement de paradigme, impulsé par Ibrahim Traoré, a fait bien plus qu'améliorer les rendements agricoles. Il a ravivé l'espoir et la confiance d'un peuple qui, au-delà des champs, redécouvre son pouvoir et son avenir. Le Burkina Faso, par son courage, a prouvé qu'il est possible de refuser la soumission et de bâtir une nation à partir de ses propres racines. Le message du Burkina Faso est simple mais puissant. Nous ne rejetons pas l'aide, nous rejetons la dépendance. Ce message résonne au-delà des frontières de ce petit pays du Sahel. Il invite chaque nation, chaque individu,
à réfléchir sur la véritable signification de la liberté. Peut-on vraiment se dire libre si l'on reste dépendant des autres pour sa survie ? Ibrahim Traoré a osé poser cette question et à travers son acte, il a lancé un défi à toute l'Afrique. Le défi de reconstruire, de réinventer, de se nourrir de ses propres semences, de ses propres valeurs, ce n'est pas une question de chiffres, mais de dignité et de courage. Si vous croyez que l'avenir de l'Afrique ne peut pas être dicté par les puissances étrangères, mais qu'il doit être décidé par ceux qui y vivent, alors partagez ce récit. Le Burkina Faso a choisi d'arroser sa liberté. À nous maintenant de faire de même. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette révolution silencieuse. Le changement est possible, à condition que chacun d'entre nous ose planter ses propres graines. C'est un appel à l'action, à la solidarité et à la liberté.